Bonjour à tous et bienvenue sur Big Boy Perche, toujours pour vous parler de mes techniques et approches favorites au bord de l'eau. Alors ça y est, le confinement est fini, on peut tous se retrouver au bord de l'eau pour pratiquer notre passion commune qui est la pêche. L'ouverture a été un peu différée pour celle du carnassier, mais tant mieux, ça a permis aux cendres et aux black bass de frayer plus tranquillement, parce que faut autant les protéger au maximum, car c'est des poissons assez fragiles pendant l'ouverture, dans le sens où du fait qu'ils sont agressifs, ils se prennent facilement, ils tapent facilement dans les leurs. Et voilà, c'est bien dommage que le cendre et le black bass soient pas mieux protégés par la fédération de pêche. Ça y est, en tout cas, on peut se retrouver au bord de l'eau. Pour les pêcheurs à la truite, par contre, l'ouverture a été beaucoup plus différée. J'espère que vous allez pouvoir vous éclater au bord de l'eau. Donc, moi, pendant ce confinement, j'ai pas fait de vidéo. Non pas que j'avais pas assez de vidéos de pêche, parce que j'en ai pour des années, parce que avant de faire ma chaîne Big Boy Perche, j'avais déjà des GoPro, donc j'ai un stock de vidéos énorme. Mais j'ai préféré aussi faire une pause pendant le confinement, et je m'étais dit que j'allais reprendre quand tout le monde allait pouvoir se retrouver au bord de l'eau. Donc voilà. Et aujourd'hui, j'ai décidé de parler d'une action qu'on fait tous quand on pêche, c'est celle du ferrage. C'est quelque chose où on parle peu au final, mais qui est très important, ce mouvement du ferrage, où c'est ce qui permet en fait de réussir sa pêche ou de pleurer sa session. C'est en quelques millisecondes, en très peu de temps en fait, soit que on réussit son ferrage et on réussit sa pêche, ou soit qu'on pleure sa session. Et, euh, et c'est vrai que c'est quelque chose, je me suis rarement penché sur le sujet. Je pense que beaucoup de pêcheurs se penchent peu sur ce sujet, mais c'est vraiment quelque chose de très très important. Et en parler dans une seule vidéo, c'est compliqué en fait, le ferrage, parce que tout dépendra de la technique, du type de canne, du type de ligne. Mais à travers cette vidéo, j'ai voulu faire quelques règles de base qui s'adaptent à toutes les techniques et à toutes les approches pour ceux qui se posent quelques questions ou qui voudraient améliorer leur ferrage. Mais cette vision du ferrage n'est propre qu'à ma vision, quoi. Voilà. Je suis persuadé qu'il y a d'autres approches qui fonctionnent aussi bien dans le ferrage. Donc j'ai fait un petit tableau pour que ce soit plus facile pour moi dans mes explications. Donc voilà, les trois règles de ferrage que je trouve le plus importantes quand on veut réussir son ferrage. Donc c'est petit a, c'est attendre de sentir le poids du poisson. Voilà, c'est plus important en fait que se servir du visuel. Il y a des moments où on est obligé de se servir du visuel, mais quand on peut éviter, parce que le visuel sera toujours biaisé à la pêche du fait qu'on a un effet miroir de l'eau, et que essayer d'être plus rapide qu'un poisson, c'est compliqué sur des réflexes. Et voilà, c'est très intéressant. Moi, j'essaie au maximum de me servir du ressenti que j'ai dans la canne et dans le bras pour ferrer. Ça, moi, c'est un vrai ressenti, que le visuel, il sera toujours biaisé. Donc, je vous conseille vraiment d'attendre de sentir vraiment le poids du poisson pour ferrer. Petit B, le timing. Alors, le timing, forcément, c'est ce qu'il y a de plus important. Le timing, on va avoir... c'est là que c'est intéressant dans la pêche, c'est que c'est pas vraiment une science exacte, c'est très difficile à expliquer, c'est que tout dépendra de l'attaque en fait. Si on a une attaque violente, si j'ai une attaque violente, généralement je vais faire un ferrage direct. Plus l'attaque sera violente, plus mon ferrage sera direct. Et si j'ai une attaque douce et molle, généralement je vais faire une attaque différée où je vais attendre que le poisson se saisisse mieux du leurre. Surtout si c'est un leurre souple, là je vais encore attendre encore plus longtemps parce que les leurres souples maintenant ils ont des attractants. Donc je vais préférer que le poisson se saisisse mieux du leurre. Surtout si je pêche avec des grands worms, je pêche beaucoup avec des worms mais très grands qui font 15 voire 20 cm. Donc je vais vraiment attendre que le poisson se saisisse bien du leurre souple pour faire un ferrage différé quand mon attaque sera molle. Donc ça c'est pour le petit B. Et petit C qui est vraiment la base de la base, mais dans toute notre pêche en fait, c'est une ligne tendue. Pas que pendant le ferrage d'ailleurs, mais la ligne, surtout pendant le ferrage, avant le ferrage, il faut qu'elle soit tendue. Parce que quand on a une bannière molle, le ferrage la force du ferrage sera réduite, donc on risque de louper encore plus son ferrage. Donc toujours essayer d'avoir une ligne tendue avant de ferrer. Voilà. Je trouve que pour moi, voilà, c'est les trois règles du ferrage qui sont vraiment des bases. Au niveau des attaques,
c'est pareil en fait, le ferrage va s'adapter par rapport aux attaques. Il faut savoir qu'il y a plusieurs types d'attaques. Sur un poisson, on va avoir des attaques réflexes, où le poisson va attaquer juste par réflexe. Un peu comme va le faire un chat quand on joue avec un chat, quelquefois, il va juste attaquer, mais voilà, sous l'effet des réflexes. Des attaques alimentaires, forcément pour se nourrir, ou des attaques d'agressivité. Celles-ci, à la limite, on peut les mettre sur les attaques réflexes. Mais voilà, c'est les trois principaux attaques qu'on va retrouver sur le poisson. Après, ils vont soit les faire les gueules ouvertes pour se nourrir, mais ils peuvent très bien la faire toutes ces attaques avec la gueule fermée, soit pour des attaques d'agressivité, ou des attaques comme pour l'aspe, pour assommer le poisson pour après l'avaler. Donc il faut le savoir aussi, la gueule d'un poisson n'est pas toujours ouverte lors de la phase d'attaque. Et ce qui apporte vraiment les différences pendant la phase de ferrage aussi. Voilà. Donc voilà pour ce qui est des règles sur le ferrage. Après, dans la pêche, rien n'est simple, ou tout est... Ouais, voilà, rien n'est... Je vais plus partir sur le fait que rien n'est vraiment simple. Donc, après, le ferrage va s'adapter aussi par rapport aux approches et aux techniques qu'on va faire. C'est-à-dire que pour tout ce qui est, quand on fait des approches avec des hameçons texans, pour les approches de montage Carolina, montage texan, bah voilà, à partir du moment où on sert d'un hameçon texan, mieux vaut faire un ferrage différé. Si on pêche avec des leurres souples qui ont de l'attractant, et maintenant mieux vaut que quand le poisson saisit du leurre, qu'il le mette bien en bouche, pour que l'hameçon puisse bien la pointe de l'hameçon puisse bien sortir du leurre souple et rentrer dans le cartilage du poisson. Donc généralement quand je pêche en texan, mes ferrages sont différés. Après si je pêche dans des postes encombrés, mon ferrage sera direct dans le sens où je ne veux pas que le poisson saisisse du leurre et s'en mêle à travers les obstacles. Donc là je vais faire un ferrage direct quand je pêche sur des secteurs encombrés. Après, quand on pêche avec des leurres de prospection rapide pour le power fishing, tels que des spinnerbait, des crankbait ou des chatterbait, et plein d'autres leurres, l'attraction elle est constante, c'est-à-dire qu'il y aura toujours un mouvement avec ces leurres-là, de lancer-ramener, donc il y aura toujours un mouvement de traction. Ben là, il faut savoir que le poisson il se pique généralement tout seul, sous l'effort de l'attraction en fait. Le poisson, quand il saisit du leurre, il va généralement faire demi-tour, et le leurre, lui, va partir dans un sens. Donc ces deux mouvements opposés vont faire que le poisson, à 80%, il se fait tout seul. Et généralement, moi, j'assure mon ferrage par un mouvement ample et ferme. C'est-à-dire que même si le poisson est piqué, je vais augmenter l'opposition au poisson par un mouvement ample et ferme qui fait que les hameçons vont mieux rentrer dans le cartilage. Ce qu'on appelle en fait assurer son ferrage. Mais le poisson est déjà ferré. Voilà. Après, on aura les top water et jerkbait, qui eux sont différents dans le sens où il y aura un effet de traction, mais il y aura un effet de pause aussi, parce que le top water ou les jerkbait, c'est toujours intéressant de faire des pauses. Quelquefois, les attaques vont survenir que sous l'effet de la pause. Donc là, c'est pareil, soit que quand il est sous l'effet de l'action de l'attraction, bah, le poisson va se piquer tout seul, encore une fois, sous l'effet des deux mouvements contradictoires, mais autrement, même sous l'effet de la pause, le poisson va se piquer tout seul, dans le sens où il va partir toujours à l'opposé, plus ou moins à l'opposé du mouvement initial du leurre. Et vu que le but c'est de garder une ligne tendue pendant toute l'action de la pêche, et bien voilà, ça va arrêter la progression du poisson, donc les hameçons vont s'enfoncer tout seuls dans la gueule du poisson. Ce qui fait que, encore une fois, 80% du ferrage se fait tout seul, et on n'a plus qu'à assurer son ferrage par un mouvement ample et ferme. Voilà, pour ce qui est ma vision en fait de ces ferrages-là. À la limite, les ferrages les plus compliqués, ça va être tout ce qui est avec des têtes plombées, les pêches window, les pêches à gratter. Où là, on va être avec une tête plombée et un leurre souple. Parce que là, ça va vraiment dépendre de la violence de l'attaque et de la pêche du jour et de l'action du jour et de l'humeur du poisson. C'est-à-dire que ce sera toujours compliqué, il va falloir doser suivant le poisson, suivant la taille du leurre souple. Donc voilà, c'est vraiment une question d'expérience. Sur tout ce qui est pêche à la grattée, pêche window avec des têtes plombées. Là, on sera plus sur une question d'expérience. Après, moi, quand je pêche avec des leurres souples, vu que je pêche pratiquement qu'avec des leurres souples avec de l'attractant, je vais attendre que le poisson se saisisse bien du leurre et je vais rarement faire un ferrage sous l'effet de la touche. Je vais toujours attendre une seconde au moins ou 2 secondes pour que le poisson se saisisse bien du leurre, voire quelquefois 3 à 4 secondes. Donc, je vais vraiment attendre que je voie ma ligne se décaler avant de ferrer. Donc voilà,
Vous aurez compris, le ferrage, c'est pas si simple que ça. Mais on le pratique tous. Donc voilà, je voulais en parler, vous partager ma vision que j'ai du ferrage. Donc n'hésitez pas à travers les commentaires à m'expliquer ou à me dire comment vous voyez votre définition du ferrage. Parce que voilà, c'est toujours compliqué d'essayer d'en faire une vidéo. Donc voilà pour ce qui est du ferrage, c'était juste voilà, une petite parenthèse là-dessus. Et pour finir la vidéo, je vais vous présenter mes différents achats que j'ai pu faire pendant le confinement. À défaut de pêcher, on pouvait toujours acheter des leurres. Donc je vous présente le très célèbre Vision 110 de chez Megabass. Voilà, ce qui est pour moi la définition du leurre ultime, de la réussite du leurre parfait. Voilà, ce qui est au niveau de la recherche. Pour moi, voilà, c'est la définition du leurre parfait. Voici le Diarbait 110 Vision de chez Megabass, qui fait à peu près 11 cm pour un poids de 14 grammes pour le suspending, qui a un effet de mouvement des masses à l'intérieur qui permet d'augmenter la distance de lancer. C'est-à-dire que les masses vont se retrouver à l'arrière du leurre par le mouvement du lancer, ce qui va permettre de mieux lancer, d'augmenter la distance du lancer. Il fait 14 grammes, donc il se lance bien. 11 cm, c'est un peu grand pour la taille standard des baitfish qui vont se rapprocher grosso modo entre 6 et 8 cm en France. Mais voilà, pour moi, je trouve que c'est la taille idéale pour pêcher toute l'année, tout type de carnassier, que ça aille de la perche au black bass, au cendre, au cheven, à l'aspe, au silure, au brochet. Voilà, vous l'aurez compris, tous les carnassiers avec le Vision 110 peut être pris. Moi, je les ai tous fait en tout cas avec ce leurre. Et vraiment, pour moi, c'est le leurre parfait au niveau de la recherche et tout. J'en ai plusieurs. Ce leurre existe depuis début des années 2000, je crois. Et il y a eu plusieurs versions. Là, c'est la dernière version. Il existe encore d'autres versions, des versions coulantes, des versions avec des grandes bavettes. Mais je trouve que la version la plus standard en suspending est parfaite pour quand on pêche du bord. Elle peut être adaptée dans différentes positions et différents postes. Donc, si vous avez qu'un Diarbait à acheter, franchement, je vous conseille celui-ci. C'est pour moi le leurre ultime, le leurre parfait. C'est le Vision 110. Voilà, je l'ai pris en ce coloris-là qui ressemble assez bien, on pourrait dire, à une ablette. Et après, je l'ai acheté aussi sur ce coloris-ci. Voilà. Et je vous cache pas que j'en ai d'autres. Mais voilà, là c'est mes derniers. Là on entend et on voit peut-être ce qui est un peu translucide, le système des billes qui tombe au fond. Et il a une sonorité, mais tout est parfait dans ce leurre. Il a une sonorité très cristallin. Voilà. Donc ça marche très bien aussi sur les poissons éduqués. Voilà pour ce qui est du Vision 110 de chez Megabass. Voilà. Et je me suis pris aussi des petits crankbaits pour la perche et le black bass. Donc je vous présente le duo Realis, le Kabuki en 55 SR. Voilà. Donc 55 pour 55 mm. Pour un poids de 10 grammes. Il va descendre entre 1,50 m et 1,80 m. Tout dépendra de la température de l'eau et du diamètre du fil, bien sûr. C'est un leurre de prospection rapide. Vous voyez, c'est un crankbait avec des flancs assez plats. Donc il va descendre rapidement. Et ce qui va me permettre en fait de pêcher en pleine eau, sur les bordures, voilà, sur de la pêche, sur de la prospection rapide. Et c'est un crankbait sans bruit, parce que je l'ai choisi pour des secteurs de pêche où les poissons sont assez éduqués et des eaux assez claires, voilà, pour la recherche des grosses perches et des black bass. Donc vu que c'est des poissons qui gardent une très bonne mémoire des leurres, je l'ai préféré choisir sans billes, avec un coloris blue gill, c'est-à-dire rayé, qui donne une certaine agressivité qui déclenche une certaine agressivité pour les prédateurs. Voilà pour ce qui est du crankbait réaliste de chez Duo. Après, chez Jackal, distribué par Ilex, le fameux Mush Bob en 50 SR, donc 50 pour 50 mm, pour un poids de 9 grammes. Lui, il est plus adapté pour les covers, pour les pêches d'obstacles.
du fait il est assez rondouillard, donc très flottant. Et il a une bavette très large qui permet en fait de protéger le leurre, les triples des obstacles. Voilà, qui va rebondir sur les obstacles. Voilà. Donc ce qui est parfait pour passer dans les branches des arbres immergés ou dans les obstacles. Donc voilà. Et pareil, toujours sans billes. Voilà. Donc voilà pour mes derniers achats, mes derniers petits joujoux pour la pêche et l'ouverture 2020. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira. N'hésitez pas à me laisser un commentaire. N'hésitez pas à me mettre un pouce en l'air si vous avez apprécié la vidéo, à la partager. Et encore une fois, je vous souhaite une superbe et très bonne année 2020 pour l'ouverture qu'on attendait tous. Et je vous dis à très très bientôt. Yes.